Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ça va pas être quelque chose de dingue. On peut pas faire comme si à l'intérieur de l'Europe tout allait bien. L'euro fait qu'on ne peut plus dévaluer maintenant les monnaies pour se faire la compétition et donc on doit dévaluer les conditions de travail. Je ne comprends pas pourquoi personne ne met Jordan Bardella face à cette contradiction. Il faut à un moment casser cette logique. Il faut être parfaitement franc et vivre avec son époque. En réalité, c'est pas une élection européenne. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Avant de commencer, on vous dit un petit quelque chose. Les autorisations des 15 chaînes nationales de la TNT arrivent à échéance en 2025. L'Arcom a donc lancé un nouvel appel à candidature qui représente une opportunité pour le média. Nous allons déposer un dossier de candidature pour être diffusé sur la TNT. Une tâche loin d'être simple, voilà pourquoi on en appelle aux spécialistes des médias, de la télé, juristes, experts et experts techniques pour nous aider à monter ce dossier de candidature et marquer un nouveau tournant historique dans l'histoire des médias indépendants et engagés. Soutenez-nous, abonnez-vous, parlez de nous, parlez de vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, Macron et ses inepties sur l'Europe et la cata des JO sous couvert de grandes cérémonies. C'est parti. Quand on est citoyen européen, je pense qu'il y a quelque chose de très important. C'est de se demander ce que l'Europe peut faire pour nous. Mais il faut toujours se poser la question de ce qu'on peut faire pour l'Europe aussi. L'Europe, hier parfois critiquée pour sa lenteur et son éloignement, a agi vite et fort en solidarité. Et dans la décennie qui vient, notre Europe va nous permettre de relever les défis de l'avenir. Voici un extrait du discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la Journée de l'Europe, jeudi dernier. Encore une fois, le président de la République parle de la réussite et la coopération entre la crise du Covid et la guerre en Ukraine, tout en avançant des projets pour l'avenir comme une industrie forte et la neutralité carbone pour 2050. Ouvrez les guillemets. L'Europe, c'est de la solidarité, des emplois verts, une protection et un levier face au changement du monde. Nous sommes en train de bâtir le continent le plus écologique, le plus exigeant sur le numérique, celui qui défend partout nos valeurs démocratiques et humaines. Ensemble, unis. En cette journée qui célèbre notre union, c'est en Européen convaincu, déterminé et fier que je partage avec vous ce message. Vive l'Union européenne. Thomas, comment tu analyses la vision qu'a et vend Emmanuel Macron là, de l'Europe ? Alors je suis assez étonné en fait, parce que c'est très difficile quand même de dire que l'Union européenne, c'est la solidarité. C'est plutôt la concurrence. C'est la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire que les capitaux des entreprises peuvent se placer là où la fiscalité est la moins chère. Et c'est pour ça qu'en son sein, il y a un certain nombre de paradis fiscaux. Et c'est aussi la concurrence des travailleurs. En fait, effectivement, l'Union européenne est unie à l'instant T contre un ennemi qui est la Russie. Là, elle n'est pas unie seule parce qu'elle est dans l'OTAN. Elle est avec les États-Unis. Mais après, à l'intérieur de cette union, dire qu'il y a une solidarité, dire qu'on peut parler d'un citoyen européen ou d'une volonté, d'un destin commun, je trouve que c'est un petit peu fort de café quand on voit la décennie austéritaire que nous avons vécue. Et aujourd'hui, vous attrapez n'importe quel Européen, vous lui dites d'où vous venez, il vous dit son pays. Et vous lui dites, mais vous ne vous sentez pas européen? Il va vous dire, ah oui, si, mais c'est très secondaire. Et si demain, même dans un match de foot, vous avez dans une compétition la France en finale qui va rencontrer l'Argentine et vous allez demander à des Allemands qui vous soutenez, ils vont peut-être vous dire l'Argentine parce qu'ils n'ont pas envie de soutenir la France. C'est pour ça que vous dites, mais vous êtes européen, c'est une seule... Mais ce n'est pas une nation. Je veux dire, comme dirait l'eurodéputé... dans un livre, l'eurodéputé Guetta, dans un livre qu'il appelait la nation européenne, il n'y a pas de nation européenne. Il y a des nations dans un marché commun qui est l'Europe. Et si là, il y a une forme d'union, elle est purement de circonstance parce qu'il y a potentiellement un agresseur. Et cette union, elle s'élargit au-delà de l'Europe, puisque c'est l'OTAN. Elle prend en compte aussi les États-Unis et le Canada. Donc c'est un petit peu, c'est pour moi cacher ce qu'est l'Europe à la base et son projet et la matrice qui conditionne son fonctionnement. Alors, cette journée a lieu un mois avant les élections européennes qui peinent à passionner les Français, mais pour qui les politiques jouent un premier tour des présidentielles de 2027. Quoi qu'il vaille, le sondage Ipsos du 29 avril montre pour l'instant le Rassemblement national loin devant, avec 32%, Renaissance à 17% qui recule, et le PS Place Publique, mené par Glucksmann, à 14% qui progresse.
Pourquoi Raphaël Glucksmann n'est pas avec nous au Parlement européen? 9 fois sur 10, il vote les mêmes textes que nous. C'est ce que disait Bertrand Guetta, eurodéputé Renaissance. La tête de liste PS dit incarner une nouvelle gauche, quand la gauche, elle, chante non, Glucksmann n'est pas un camarade. Alors un nouveau en même temps qu'incarne Raphaël Glucksmann, qui attaque Macron, notamment sur sa stratégie internationale qui serait trop complaisante ou inactive avec le russe Poutine ou le chinois Xi Jinping par exemple. L'Europe que nous célébrons ce 9 mai est infiniment plus qu'une technostructure ou un ensemble de normes. C'est un combat et un idéal. J'ai vu en Géorgie et en Ukraine des femmes et des hommes risquer leur vie pour ce combat et cet idéal. J'ai vu sur la place Maïdan en 2014 des étudiants braver les balles des snipers avec le drapeau bleu étoilé dans les mains. Les peuples ne se soulèvent pas pour des normes ou pour une technostructure, ils se soulèvent pour la liberté ou l'égalité, pour une certaine idée de la dignité humaine et de la justice. Voilà ce que symbolise l'Union européenne à leurs yeux et voilà l'immense promesse à laquelle nous devons être fidèles. C'est le texte de Raphaël Glucksmann pour célébrer cette journée de l'Europe. Thomas, Macron, Glucksmann mettent en avant une Europe comme un ensemble, comme une force, comme une promesse, mais on parle finalement très peu de son fonctionnement, c'est ce que tu disais, et de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, en fait, quand Raphaël Glucksmann dit que ce n'est pas qu'une technostructure, mais cette technostructure a un impact. Elle a un impact très très fort. C'est-à-dire que c'est la mise en concurrence d'un certain nombre de travailleurs, c'est les délocalisations. En France, pour aller en Roumanie ou au Portugal, c'est la concurrence fiscale pour prendre les retraités qui bénéficient d'un modèle social plus intéressant que d'autres pays pour les faire venir au Portugal, c'est les taux d'imposition de l'Irlande. On ne peut pas faire comme si à l'intérieur de l'Europe tout allait bien. Or, dans cette Europe, je veux dire, même si demain nous avons une souveraineté européenne, c'est le vœu de Raphaël Glucksmann, mais aussi d'Emmanuel Macron, si nous avons une souveraineté européenne, ça ne règle pas le problème, parce qu'à l'intérieur de l'Europe, nous avons recréé une mini-mondialisation. C'est ça la réalité. Et moi, je trouve que aujourd'hui, alors effectivement, il y a une guerre, et pour Macron, comme pour Raphaël Glucksmann, cette guerre est un moment extrêmement important où l'Europe doit changer face à un ennemi extérieur, etc. C'est une réalité. L'analyse géopolitique aussi d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il y a les États-Unis qui jouent leur jeu et la Chine qui joue son jeu quand l'Europe ne sait pas le faire, c'est une réalité. Mais pour que l'Europe devienne ce qu'ils ont envie qu'elle devienne, il va falloir changer un certain nombre de choses dans son fonctionnement. Il y a eu un pacte de stabilité qui a été appliqué, renforcé. Il y a des réductions des déficits qui sont demandées. Il y a des pays du Nord, les frugaux, qui invitent tous les autres pays à faire des efforts. Donc il y a une concurrence quand même sociale qui amène à un nivellement vers le bas, puisque l'impôt sur la société n'a fait que baisser. Le modèle social avec les réformes n'ont fait que combattre finalement toute intervention publique. Et la Constitution qui avait été rejetée par les Français était une Constitution purement libérale. Donc il y a quand même quelque chose à faire pour changer cette Europe. Et aujourd'hui, quand on regarde la composition du Parlement, il y a très peu de gens en réalité qui s'opposent à l'austérité. Il y a très peu de partis qui s'opposent à l'austérité. La plupart, je crois qu'il n'y a que les Verts et le parti de gauche. Les Verts parce qu'ils ne veulent pas l'austérité pour des raisons plutôt écologiques, d'investissement, et la gauche parce qu'elle est contre pour des raisons sociales et écologiques. Mais les autres, ils sont plutôt d'accord avec la réduction à marche forcée des déficits. Alors, il y a encore quelques années, on débattait sur les plateaux télé de la sortie de l'euro avec l'extrême droite, surtout qui défendait cette idée, mais pas que. Aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. Non, il n'en est plus du tout question. Il faut voir quand même que quand il y a eu cette décennie austéritaire, ça a été très très dur pour les pays du sud de l'Europe, qu'on a appelé les PIG. Et à l'époque, les européistes convaincus, qui aujourd'hui nous font des grandes leçons de morale sur l'Europe, ça les intéressait que moyennement. Ce qui s'est passé en Grèce, ça les intéressait moyennement. Ce qui s'est passé en Italie, au Portugal, en Espagne, ça les intéressait que moyennement. Et il y a des mouvements qui sont nés. Il y a eu Tsipras, il y a eu Podemos, il y a eu aussi le mouvement 5 étoiles qui sont nés du rejet des partis traditionnels et qui ont été, alors soit par opportunisme, qui ont été dilués, ça a été le cas plutôt de 5 étoiles, qui ont été écrasés comme Tsipras ou Podemos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question européenne, dans son fonctionnement, elle n'est plus centrale. Alors, c'est vrai qu'au début, il faut le rappeler, parce que je ne comprends pas pourquoi personne ne met Jordan Bardella face à cette contradiction. Marine Le Pen voulait sortir de l'euro sans réel programme, puisqu'au moment où elle a indiqué comment elle allait sortir de l'euro et de quelle façon, elle s'est pris les pieds dans le tapis face à Macron, qui avait juste à la relever tellement elle tombait toute seule. Et aujourd'hui, ils vous disent que non, en fait, ils veulent rester dans l'euro, ils veulent rembourser la dette.
Donc il y a vraiment un manque de cohérence sur le programme. Et puis après, il y avait les programmes de gauche qui sont encore là, me semble-t-il, mais beaucoup moins mis en avant, de plan A, plan B et de renégociation des traités. Mais c'est important, moi je pense, à gauche, d'avoir un programme centré sur le fonctionnement de l'Europe et sur le fait de pouvoir à un moment casser cette matrice. Parce qu'il y a eu en fait un certain nombre de choses qui ont été mises en place qui sont un petit peu comme une colonne vertébrale, un squelette dont on ne peut se défaire. Il y a eu d'abord la création du marché unique. La création du marché unique, c'est le fait que les capitaux peuvent bouger très facilement dans toute l'Europe. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on peut délocaliser extrêmement facilement. Et qui a mis en concurrence les gens entre eux. Par-dessus ça, c'est posé l'euro. L'euro fait qu'on ne peut plus dévaluer maintenant les monnaies pour se faire la compétition. Et donc, on doit dévaluer, faire des dévaluations internes, les conditions de travail. Voilà, pour faire de la concurrence. Donc, il y a eu plusieurs choses. Puis à ça, c'est rajouté les pactes de stabilité renforcés, le TSCG, etc., qui ont fait qu'on ne peut plus jouer trop avec les marges budgétaires, sauf en cas de crise, comme c'est le cas pendant le Covid, mais très vite, les parenthèses se referment, on revient dans une logique austéritaire. Et à un moment, ça nous lie les mains. Et ça nous empêche de mener les politiques qu'il faudrait au niveau environnemental, au niveau social. Et ça, c'est un vrai problème, et il faudra à un moment en débattre. Et depuis le début des européennes, j'entends très peu de débats là-dessus, que ce soit à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, malheureusement, alors que c'est un point important. Donc on ne peut pas dire c'est une élection européenne, parlons de l'Europe sans parler de ça. En réalité, ce n'est pas une élection européenne, c'est une élection de mi-mandat national. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de changer l'Europe et surtout comment ? C'est ça toute la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être parfaitement franc et vivre avec son époque. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne veut sortir de l'euro. Les populations ne sont pas prêtes. Et ils ont raison. Mais sortir d'une monnaie, se désintégrer, faire une désintégration économique et monétaire, on ne l'a jamais vu. On l'a vu quand l'URSS s'est désintégrée. Mais là, les pays sont passés du communisme au capitalisme. Donc les capitaux ont très vite été dans ces pays-là pour les reconstruire. Et ça a été douloureux. Une désintégration monétaire, comme le serait une sortie de l'euro de la France, c'est un saut quand même dans l'inconnu, avec des risques de hausse de taux qui pourraient rendre la situation très difficile. Au moins sur le court terme. Et personne n'est prêt à prendre un autre choc, après tous les chocs que nous avons vécus. Donc le Frexit n'est plus d'actualité, tout comme dans les autres pays. C'est la sortie de l'euro de la Grèce, de l'Italie, c'est plus des choses, même Salvini, même des gens comme ça qui étaient très contre l'euro, aujourd'hui se sont rangés. Et d'ailleurs, on voit même que pour les pays du Sud, le fait de sortir de l'euro, ce serait une forme de déclassement. Et les populations, même d'un point de vue de l'honneur, ne le supporteraient pas. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une politique. Mais en même temps, il faut à un moment casser cette logique. On peut pas faire. C'est pas parce que le Frexit n'est plus d'actualité. C'est pas parce que la remise en cause des traités a moins de succès que la politique n'existe plus. La politique d'austérité demeure et elle va se poursuivre. Donc à un moment, il va falloir trouver une stratégie. Alors chacun a su jouer sa stratégie dans l'Europe à des moments voulus, comme Margaret Thatcher, comme De Gaulle. Ça peut être des exemples aussi. Mais il faut aussi avoir un moment, une stratégie pour faire bouger les lignes en Europe, parce que s'il n'y a pas cette stratégie-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Et on pourra dire autant de fois, nous sommes des citoyens européens, nous adorons l'Europe, tout le monde nous envie, nous sommes les meilleurs. Vous aurez quand même toujours un fond de la population qui n'adhérera pas à ce discours et qui sera beaucoup plus susceptible à entendre des discours en disant « mais écoutez, on est pauvre ». Pas à cause de l'euro, mais à cause de l'immigration, à cause de l'étranger qui vous vole votre travail, etc., etc., etc. Alors qu'une grosse partie de la pauvreté que subissent les gens aujourd'hui, elle est due à l'austérité salariale, aux crises financières que nous avons vécues, aux coupes dans la dépense publique et, disons-le, à la politique macroéconomique menée dans la zone euro. Vous ne l'avez sans doute pas loupé la semaine dernière, à moins que vous ayez tout éteint, télé, radio, journaux. La flamme olympique est arrivée en France à Marseille avec une cérémonie en grande pompe avec des concerts, des milliers de caméras et les politiques réunis. À quelques centaines de mètres, moins médiatisés, plus d'1 millier de personnes manifestaient contre les Jeux et leurs dégâts sociaux, écologiques et économiques. Ce genre d'événement qui prend une telle ampleur et une telle place au quotidien n'est plus adapté à nos sociétés, c'est ce qu'estimait de son côté Aïcha Sif, adjointe EELV au maire en charge de l'agriculture urbaine au journal La Provence. Plusieurs préavis de grève dans différents domaines d'activité d'ailleurs ont été déposés, toujours pour dénoncer la dichotomie entre la grandeur de ces jeux et la réalité de ce qu'ils ont produit et produiront. Je vous renvoie, avant de me tourner vers toi Thomas, au livre Paris 2024, une ville face à la violence olympique, écrit par Jeanne Lingard, qui a enquêté pendant des années sur l'impact de ces jeux et que nous avions pu recevoir aux médias d'ailleurs. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces grandes manifestations à l'heure du changement climatique ? Je pense qu'on va devoir revoir complètement l'organisation de ces grandes manifestations.
Parce que quand on met tous les paramètres dans l'équation, on se rend compte effectivement que ça ne tient pas. Il faut voir comment on va revoir ça, parce qu'il faut dire la vérité, c'est-à-dire que Paris a essayé de faire un certain nombre d'efforts comparé à d'autres jeux. Les budgets n'ont pas été anormalement élevés. Il y a tout un tas de cahiers des charges sur une nourriture qui serait moins carnée, sur des compensations carbone, sur des bâtiments qui respecteraient un certain nombre de normes. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et en même temps, je ne peux pas, moi qui étais un sportif dans ma jeunesse, je ne peux pas, je suis obligé de penser à tous ces sports amateurs, en grosse partie, parce qu'il n'y a pas que le football, il n'y a pas que les grands sports, les sports amateurs, pour qui les Jeux Olympiques sont un objectif, et les compétitions mondiales sont un objectif. Et dans une vie de sportif, on vit souvent une vie qui est particulièrement modeste, et ça fait partie de ces moments que l'on espère, et des récompenses que l'on espère. Mais il va falloir revoir la fréquence, la disposition, la façon de faire, parce qu'on ne peut plus faire d'un point de vue écologique tout comme social, on ne peut plus faire des grandes manifestations comme ça. Ça ne cadre plus avec nos objectifs. Ça, c'est une réalité. Parce que d'un point de vue social, ces Jeux ne sont pas du tout sans impact. Ils ne sont pas sans impact. Alors, toutes les grandes manifestations sportives, on l'a vu, hein, avec la Coupe du Monde au Qatar. On se souvient, moi je me souviens de cette grande Coupe du Monde au Brésil, à Rio, où il y avait des très fortes manifestations à ce moment-là, où les gens disaient « mais comment vous pouvez sortir autant d'argent pour des Jeux Olympiques et qu'on ait des services publics aussi délabrés ?» Et puis aussi, c'est un pays très footballistique, le Brésil. Et il disait que finalement, les compétitions étaient réservées aux gens très riches qui pouvaient se payer les billets et pas à la population qui ne pouvait la regarder que sur écran. Donc on se rend compte que partout où il y a ces Jeux, il y a des tensions sociales. Il y en a eu aussi en France, avec un certain nombre de personnes, dont les plus vulnérables, qui ont été poussées à déménager leur logement informel de rue ou autre, parce qu'il fallait donner une bonne image de Paris. On a demandé aux étudiants de quitter leur logement. Donc il y a toujours un impact très difficile. Et la compétition va coûter extrêmement cher et va être réservée qu'à une petite partie des privilégiés. Donc même s'il y a eu un concert, il y a Jules, Alonso qui ont chanté, c'est toujours très sympathique. Je les regarde à la télé, j'ai trouvé ça très sympathique. J'avais été à Marseille, probablement j'aurais été sur le Vieux-Port. Il y a une volonté de faire place nette, des associations, on parlait même de nettoyage social pour donner une bonne image de la ville. Donc il y a aussi une face cachée des Jeux qu'il faut que les gens comprennent. Oui, parce que même économiquement, justement, on n'arrête pas ici, nous, et même dans les autres médias, de parler d'austérité, on n'a plus de sous, etc. Et là, on voit que c'est une énorme masse économique et financière qui arrive, les JO, parce qu'on dit c'est des investissements privés, etc. Ce qui est public, c'est tous les partenariats, ce qui a été déployé en termes de police, de gendarmerie, des transports aussi. On n'arrête pas de dire on n'a pas de sous pour les transports, et là on voit qu'est déployé un service énorme pour les Jeux, où les Parisiens d'ailleurs seront aussi très impactés, ils ne pourront pas trop se déplacer, ou alors il faudra un QR code pour prouver qu'on a le droit de se déplacer dans cette zone. Donc économiquement, il y a quand même aussi un gros enjeu là sur les JO. C'est exactement ça. Les gens se rendent compte que quand on veut, on peut trouver de l'argent et on peut trouver des moyens. Quand on veut donner une belle image de Paris, on peut réhabiliter une partie des transports en commun parce qu'il faut le faire. Mais quand des usagers se plaignent, on n'a jamais d'argent. Donc c'est ça que ça... Et même à Paris, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une opportunité pour faire tourner leur commerce, mais beaucoup de gens qui sont assez méfiants face à l'impact que ça pourrait avoir. Donc l'impact économique, c'est pas grand-chose en fait. C'est plus un impact de la géopolitique du sport ou un effet de pub. Mais l'impact économique, en réalité, à part pour les sponsors engagés et les constructeurs, l'impact global macroéconomique, ça dépend des situations, mais il n'est pas hyper élevé. Quand vous avez beaucoup de croissance, quand on regarde toutes les études qui ont été faites, quand vous avez énormément de croissance, l'impact est plus fort. Donc les Jeux Olympiques de Séoul en 88, ils avaient 7% de croissance, le multiplicateur était très bon. À Pékin, extrêmement bon. Quand ça a été au Brésil en 2016, me semble-t-il, ils étaient en récession, très mauvais. Quand ça a été en Grèce en 2004, ils étaient à l'avant-crise, ils n'étaient pas très bien, l'impact a été très mauvais. Nous, on est sur une croissance à 0,8, une conjoncture plutôt fragile, l'impact ne va pas être complètement dingue. Il va y avoir quelques retombées, mais bon, ça ne va pas être quelque chose de dingue. Et il y a aussi des effets sur le sport en France. Alors, beaucoup de gens disent que oui, c'est une compétition sportive. Effectivement, je l'ai dit, quand un sport devient olympique, c'est toujours une victoire pour les pratiquants d'un sport. Vous faites un sport dans une commune, même un petit sport, et le sport devient olympique, comme ça a été le cas du skate ou du karaté.
qui ne sera pas ces Jeux olympiques-là, mais qui est devenu olympique la dernière fois, il y a un appel d'air pour tous les pratiquants. Et les pratiquants du karaté, tout comme ceux du skate, ne sont pas des multimillionnaires comme les joueurs de foot. Ou le hip-hop, par exemple, la danse hip-hop est devenue olympique. Ça donne toujours un appel d'air et ça amène quelque part des opportunités pour tous ces sportifs de haut niveau qui vivent parfois avec le RSA ou avec des emplois aidés, que Macron a supprimé en partie. Mais derrière ça, ce n'est pas parce qu'on organise les JO qu'on fait la promotion du sport. Le sport a subi une forme d'austérité qui a été due, encore une fois, au CICE et à la baisse des dotations aux collectivités locales, ce qui a fait que les communes, qui sont le premier financeur du sport, ont dû faire avec moins. Donc elles ont moins investi dans les infrastructures, elles ont moins donné d'argent aux associations. Puis Macron a je crois, supprimé 120 000 postes d'emplois aidés, qui étaient majoritairement dans les associations sportives. Donc vous avez eu comme ça un certain nombre de choses qui font que les associations ont moins de monde, moins d'emplois, et qu'elles peuvent, dans certains quartiers, parfois même les plus difficiles, distribuer un service qui est moins performant. Et à cela, il se passe depuis les années 2005, quand vous avez un affaissement du public, qu'est-ce qui se passe? Le privé le remplace, donc on a de plus en plus de financement privé. Et moi, j'ai un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais à La Courneuve, au lycée, et il y avait des jeunes qui avaient voulu monter un club de football américain. Vous voyez, aujourd'hui, ils devraient aller voir peut-être du privé pour les financer. Et le privé finance en fonction de son image. Alors aujourd'hui, le privé adore financer des sports en banlieue pour mettre en avant une forme de diversité, etc. Ils adorent ça pour se racheter une image. Ce n'était pas le cas dans les années 80. Donc dans les années 80, ils ont été voir le maire. Le maire a financé ce club. Il a dit « Ok, je finance un club de football américain dans les années 80 ». C'était un sport qui était très peu pratiqué. Aujourd'hui, les Flashs de La Courneuve, c'est un des plus grands clubs d'Europe de football américain. Parce qu'il a été soutenu, vous voyez, par de la force publique. Et donc, moi, je pense que le sport doit être toujours soutenu par les collectivités locales. Parce que si vous avez une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, vous allez faire des infrastructures de sport ou financer des sports qui seront plus pour les personnes âgées, et c'est normal. Et si vous avez une commune où il y a beaucoup de jeunes, comme c'était le cas à La Courneuve, qui sont passionnés de sport et qui ont peut-être envie de faire du football américain, vous devez répondre. Ce n'est pas au privé à choisir pour se racheter une image qu'elle doit financer. Et aujourd'hui, le financement du sport, même si ce n'est pas celui qui est le premier touché, est quand même impacté par ces coupes budgétaires et les futurs que Bruno Le Maire a promis également. Donc une belle façade, mais avec plein de choses derrière, quoi. Une belle façade, voilà, qui va profiter aux sponsors et à quelques sportifs, mais derrière, la situation du sport en France, elle est en train de se dégrader, tout à fait. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, urgente. 2 directs par jour du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 € par mois. L'abonnement, c'est notre moyen de financement le plus pérenne, le plus solide. Être abonné, c'est faire vivre une chaîne télé d'information indépendante et engagée, accessible à toutes et tous en francophonie. Être abonné, c'est faire vivre le pluralisme et le débat dans le très petit monde de la télé. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous la vidéo YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.